Toute l'histoire du monde et de la préhistoire à nos jours, de Jean-Claude Barrot et Guillaume Bigot, chapitre La Belle Époque. En France, après la tragédie de la Commune, son vainqueur Adolphe Thiers fut nommé chef de l'exécutif. Il obtint de Bismarck l'évacuation du pays dès 1873, à l'exception de l'Alsace-Lorraine, en contrepartie d'une indemnité de guerre. Les Prussiens partis, le maréchal MacMahon lui succéda. Ainsi, née d'une insurrection de gauche, le 4 septembre 1870, la défaite de la Commune avait poussé la République très à droite. Ce que ne contredit pas la Constitution de 1875 votait à une faible majorité qui aurait pu convenir à une monarchie constitutionnelle. La restauration monarchique échoua à la suite de l'entêtement du comte de Chambord qui ne voulait pas conserver le drapeau tricolore. La Troisième République va durer jusqu'en 1940. En mai 1877, les républicains ayant gagné les élections législatives gauchirent le régime. MacMahon avait été acculé à la démission. Le pouvoir réel se trouva partagé entre l'Assemblée nationale et celui qu'on appelait alors le président du Conseil, le président de la République n'ayant plus qu'un rôle honorifique. Cette République des Jules, ainsi nommée parce que beaucoup de ses ministres se prénommaient Jules, le plus connu étant Jules Ferry, a connu des crises, mais son œuvre est grande. La crise la plus célèbre et la plus grave fut celle de l'affaire Dreyfus. Mais avant elle, les citoyens avaient éprouvé des tentations bonapartistes. Un beau général, le général Boulanger, ministre de la guerre en 1884, les incarna. Vainqueur des élections en janvier 1889, il n'osa toutefois pas marcher sur l'Élysée, prit peur, s'enfuit en Belgique et s'y suicida en 1891. L'affaire Dreyfus fut autrement sérieuse. Le capitaine Dreyfus, d'une famille juive alsacienne, fut accusé sur simple ressemblance d'écriture d'avoir livré des secrets importants à l'attaché militaire allemand. Le capitaine travaillait au 2e bureau de l'état-major. Arrêté et jugé trop rapidement par un conseil de guerre, il fut envoyé au bagne en Guyane, octobre-décembre 1894. L'affaire éclata en 1896 quand on commença à soupçonner que le coupable n'était pas Dreyfus mais un autre officier du nom d'Esterházy. L'état-major refusant de se déjuger et Esterházy étant acquitté, les intellectuels français se mobilisèrent pour la libération de Dreyfus. En 1898, Émile Zola écrivit dans l'Aurore son éditorial Les célèbres J'accuse. Le procès fut révisé en 1899 et le capitaine alsacien rétabli en 1906 dans tous ses droits. Certes, Dreyfus a été victime d'une violente poussée d'antisémitisme, d'ailleurs générale en Europe. En Russie, c'était le temps des pogroms, c'est-à-dire suite de l'affaire de Theodor Herzl. On arriva à l'idée qu'il fallait créer en Palestine un refuge pour les Israélites. Mais on trouva des Dreyfusards, partisans de la révision du procès, aussi bien à droite, le père de Gaulle, Lyautey, qu'à gauche, Péguy, Zola. Ceux qui brandissent aujourd'hui l'affaire dans un procès en sorcellerie et en antisémitisme contre la France obtiennent que les intellectuels français, le prétoire, l'armée et l'opinion publique rendirent justice à Dreyfus. Dans quel autre pays en ce temps-là aurait-on ainsi donné tort à la raison d'État ? Malgré les crises, les œuvres de la République des Jules furent nombreuses. La première, la plus connue, revint à Jules Ferry, qui, en 1881, fit voter une loi rendant l'instruction publique obligatoire jusqu'à 14 ans. C'était la première mondiale. Les gendarmes venaient chercher les récalcitrants. Chaque municipalité fut contrainte de construire une école. Un côté pour les garçons, un côté pour les filles. La mixité n'existait pas. En même temps, l'État ouvrit dans chaque département une école normale pour former les instituteurs et institutrices, ces instituteurs que Péguy appelle les hussards noirs de la République. Apprenez aux enfants lecture, écriture, calcul et sciences naturelles, mais aussi civisme et amour de la patrie. Rue d'Ulm, à Paris, on créa l'école normale supérieure pour former les maîtres des maîtres. Les Français devinrent un peuple entièrement alphabétisé. Les journaux quotidiens tiraient alors à 1 ou 2 millions d'exemplaires contre 200 à 300 000 aujourd'hui. La Troisième République
fit de la Marseillaise le chant national et du 14 juillet la fête nationale. L'État prit le visage de Marianne comme symbole. En 1901, on vota une loi fondamentale, et toujours en vigueur, qui reconnaît la totale liberté d'association des citoyens. Il suffit d'avoir un président, un secrétaire et un trésorier, et de déposer des statuts et l'objet de l'association à la préfecture. Ainsi, existe-t-il encore des milliers d'associations en France. À l'Assemblée, le pays trouvait son assise politique. Deux droites, une droite libérale et une droite bonapartiste. Deux gauches, une gauche libérale, une gauche autoritaire. La République sut aussi faciliter la promotion sociale et recruter un nouveau personnel dirigeant. L'instituteur de village détectait le bon élève et l'envoyait en internat à la préfecture. S'il était doué, l'élève montait à Paris pour intégrer les grandes écoles. Cependant, appuyée sur la petite classe moyenne des villes et des campagnes, la République ne fut pas aussi clairvoyante en matière sociale. Elle avait autorisé les syndicats en 1884, mais sous-estima les misères de la condition ouvrière. L'industrialisation était violente. La répression de la Commune avait laissé de mauvais souvenirs aux ouvriers. Réciproquement, les républicains craignaient les pétroleuses. Aussi, la Deuxième Internationale, créée en 1889, fut-elle beaucoup plus revendicatrice que la première, et l'agitation ouvrière continuait. La CGT fut fondée en 1895, le Labour Party en anglais, en 1901. Peu avant le SFIO de Jean Jaurès, 1905. SFIO signifiant section française de l'Internationale ouvrière. Le marxisme devint une mode intellectuelle contraignante et les grèves furent nombreuses. Paradoxalement, le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, parut alors plus ouvert à la question sociale que ne l'étaient les républicains. Léon XIII recommanda cependant aux catholiques de se rallier au régime et d'abandonner leurs illusions monarchistes. Ce fut la consigne du ralliement. Malgré cela, le conflit entre l'Église et la République domina une époque où cléricaux et anticléricaux s'opposaient facilement. En 1905 fut votée la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État. Depuis Henri IV, la citoyenneté en France n'était plus liée à la religion, mais le concordat napoléonien, œuvre légitime mais de circonstance, continuait d'assurer à l'Église catholique un statut particulier. Ses prêtres étaient payés par l'État. La séparation y mit fin. Finalement, l'Église y gagna. Toutes les croyances en France et même l'incroyance sont autorisées, ce qu'on appelle la laïcité. Cela ne signifie pas que l'État ait aucun rapport avec les cultures, le ministre de l'Intérieur étant obligé de débattre avec les religions des questions pratiques que pose leur libre exercice. Cette réforme fut cependant imposée de façon trop violente. Les congrégations furent bannies et les inventaires des églises dressés. Les bâtiments religieux construits avant 1905 devenant en effet propriété de l'État. Mais les modérés de la République et de l'Église réussirent à éviter les heurts frontaux. Les inventaires furent abandonnés. La laïcité française, idée originale, est isolée, dans une Europe où la reine d'Angleterre reste le chef de l'Église anglicane et où les Allemands paient des impôts religieux, comme les Italiens, les Espagnols et les Polonais. En fait, beaucoup d'États sont dépourvus de religion officielle. C'est le cas des États-Unis. Mais seule la France, avec le Mexique, est parfaitement neutre et ne confère aucune marque de reconnaissance à une religion particulière et surtout, peu d'États protègent les agnostiques. La belle époque fut aussi celle de la deuxième révolution industrielle. La première, dominée par l'Angleterre, avait été celle du charbon, des chemins de fer et de l'acier. La seconde fut celle de l'électricité que l'on sut alors transporter. L'électricité n'étant pas une énergie, mais une façon commode de transporter l'énergie, il faut toujours que la production corresponde dans l'instant à la demande. Ce fut aussi la généralisation de l'usage du pétrole, beaucoup plus facile à manipuler que le charbon. À partir du pétrole sera inventé en 1893 le moteur à explosion. Le moteur à explosion permettra l'automobile et l'aviation. Les calculs techniques étaient faits depuis longtemps, mais il manquait auparavant à un Léonard de Vinci un moteur assez puissant et assez léger pour animer ces machines. Les États-Unis et la France furent les pays phares de la seconde révolution industrielle. En 1903, les frères Wright
firent voler en Amérique le premier avion, ainsi nommé par le français Clément Ader. Mais la France a été la patrie de l'aviation. En 1909, Blériot franchit la Manche et en 1913, Roland Garros traversa la Méditerranée. L'automobile se répandit partout. L'American Edison imagina le microphone et le phonographe. La photographie avait été inventée par Nips et Daguerre. Des frères Lumière projetèrent leur premier film, dont L'arroseur arrosé, en 1895. En 1898, Pierre et Marie Curie mirent en évidence la radioactivité. Et dès 1905, Einstein formula sa conception de la relativité générale en Allemagne et en Suisse. Freud, à Vienne, inaugura les premières cures de psychanalyse à partir de 1895. La télégraphie sans fil, la TSF, fut mise au point par Édouard Branly. L'ère de la radio commençait. Pour fêter dignement le centenaire de la Révolution, la République organisa à Paris, en 1889, une exposition universelle pour laquelle l'ingénieur Eiffel édifia une tour, qui devait être provisoire, sur le champ de Mars. Tous les maires de France furent conviés à un grand banquet dans le parc des Tuileries. Par ailleurs, à cette époque, on franchissait facilement les frontières sans passeport. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Cette fin du XIXe siècle fut infiniment plus mondialisée que nous le sommes. Il y avait moins de paperasse, davantage de commerce international et de migration. La France, dépassée en hégémonie par la Grande-Bretagne et menacée par l'Allemagne, brilla cependant d'un vif éclat. Dans les brasseries du quartier de Montparnasse, à Paris, se retrouvaient les plus grands peintres, Corot, Manet, Monet, Picasso, Degas, Seurat, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Cézanne, les impressionnistes, les cubistes, les fauves, etc. Explosion d'art pictural qu'on peut seulement comparer à celle de la Renaissance italienne. En littérature, nous avons rencontré Zola et Peggy à propos de l'affaire Dreyfus. Mais les génies de Proust, La recherche du temps perdu, commença à paraître en 1913, de Gide, qui publia Les nourritures terrestres en 1897, et des plus grands poètes, Rimbaud, Verlaine et Willem Apollinaris, de Kostrowski, qui prit le nom de Guillaume Apollinaire. Illustrer les lettres françaises à l'ombre des grands aînés du Second Empire. Baudelaire et Flaubert venaient juste de disparaître. Les sommets de la liturgie républicaine furent atteints aux funérailles nationales de Victor Hugo, revenu de son exil avec la République au Panthéon en 1895. Enterrement qui fut souvent raconté à l'un des auteurs de ce livre, son grand-père Théodule Ladislas Albert Barrault, y ayant assisté à l'âge de 20 ans. Voilà pourquoi cette époque, malgré la misère ouvrière, est légitimement qualifiée de belle, car on y croyait au progrès. L'humanité se lève, elle chancelle encore, mais le front baigné d'ombre, elle va vers l'aurore. Or, le bonheur procède de l'espérance, beaucoup plus que de l'argent. Notre temps est infiniment plus riche matériellement, mais les jeunes gens, davantage gâtés, y ont moins d'espoir. Ce fut d'ailleurs une période de paix. La guerre de 70 avait été courte et celle de sécession lointaine. Quant aux expéditions coloniales, elles exaltaient Psycharie et leurs ombres, répression, massacre, étaient ignorées. Encore une fois, on jugeait la guerre dépassée. En 1911, Norman Angell, essayiste anglais, pouvait écrire « La guerre entre Grande-Bretagne et l'Allemagne est impossible, car si elle survient, les bourses de Londres et de Berlin seront ruinées. » Des menaces pesaient cependant sur le siècle. Le grand empire d'Autriche tombait en ruine. En 1867, François-Joseph était obligé d'accorder une large autonomie à la Hongrie. On parla désormais d'Autriche-Hongrie. Mais les Tchèques et les Croates s'agitaient. Malgré cela, les Habsbourg occupèrent en 1878 la Bosnie, arrachée à l'Empire ottoman et largement peuplée de Serbes, qui rêvaient du rattachement de la petite Serbie indépendante, et l'annexèrent en 1908. Les revendications des Slaves du Sud devinrent de plus en plus violentes.
prenant ce caractère terroriste. Les îles britanniques elles-mêmes étaient déchirées par le patriotisme irlandais. En Irlande, le Sinn Féin, nous seuls, d'Arthur Griffith, réclamait le Home Rule que Westminster refusa, malgré le Premier ministre Gladstone en 1886 et 1892. Ce blocage aboutira à un soulèvement sanglant contre les Anglais à Pâques 1916 en pleine guerre. Mais la plus grande menace venait de l'expansion allemande. Unifiée et industrialisée, l'Allemagne, avec ses 67 millions d'habitants, était devenue la première puissance économique d'Europe. Elle cherchait sa place au soleil. En 1890, le Kaiser renvoya Bismarck. Celui-ci se retira en Poméranie, critiquant avec amertume l'empereur, et mourut en 1908. Guillaume II, petit-fils de Guillaume Ier, il régnait depuis 1888, ne valait pas son grand-père. Malgré une industrie formidable, l'Allemagne n'avait eu que des miettes du festin colonial. L'Alsace-Lorraine lui avait aliéné les Français et Guillaume entra en conflit avec le tsar, son allié traditionnel. En contrepartie, l'Allemagne exerçait une sorte de protectorat sur l'Autriche-Hongrie et la Turquie, mais il s'agissait d'empires branlants. Son armée, la plus puissante du monde, était si forte que Guillaume II, peu intelligent, se sentait invincible. Pour se débarrasser à jamais de la France, le grand état-major allemand avait conçu un plan, le plan Schlieffen, qui prévoyait de prendre l'armée française à travers en violant la neutralité de la Belgique. Imparable stratégiquement, ce plan, repris par Moltke, qui succède à Schlieffen en 1906, était politiquement inepte, tant il était évident que la Grande-Bretagne, qui avait créé la Belgique pour sauvegarder Anvers, n'accepterait jamais l'occupation de ce pays par une armée continentale. Telle avait d'ailleurs été la raison principale de son opposition acharnée à Napoléon, et l'Allemagne, malgré de récentes constructions navales, n'avait pas les moyens d'affronter la flotte de haute mer anglaise. De plus, Guillaume II, chambré par Moltke, était persuadé que le Reich écraserait la France en quelques semaines comme en 1870. Or, la France avait changé depuis le Second Empire. Dotée d'une armée de conscription, elle compensait par la durée du service militaire, 3 ans, l'infériorité de sa population, 39 millions. Par suite de son malthusianisme démographique, la France, pays le plus peuplé d'Europe, en 1815 était devenue la puissance la moins peuplée, dépassée par l'Allemagne, la Russie et l'Angleterre. Mais c'était aussi la France des instituteurs patriotes qui espéraient, avec la revanche, récupérer l'Alsace-et-Lorraine. Guillaume II et le Moltke furent confortés dans leur idée de guerre éclair par la victoire rapide des Grecs, Serbes et Bulgares contre les Turcs en 1913. Le traité de Londres de la même année chassa les Ottomans d'Europe à l'exception de Constantinople. Cela ne faisait pas l'affaire des Allemands alliés de l'Empire turc. Ils encouragèrent les Bulgares, mécontents du traité, à se retourner contre leurs alliés. La Bulgarie fut battue et cette guerre permit aux Ottomans de récupérer Andrinople et à l'Allemagne de s'implanter davantage encore dans l'Empire turc. Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche fut assassiné avec sa femme en Bosnie, à Sarajevo, par un jeune nationaliste serbe bosniaque. Le gouvernement serbe n'y était probablement pour rien, mais l'Autriche-Hongrie sauta sur l'occasion d'éliminer le slavisme qui compromettait la solidité de l'Empire. Le gouvernement de Vienne remit à celui de Belgrade un ultimatum, le 23 juillet, comportant une cause inacceptable, participation de l'Autriche à l'enquête menée en Serbie. Sur son refus, l'Autriche déclara la guerre à la Serbie le 28 juillet. Cela aurait pu rester un conflit balkanique local sans l'inconscience de Guillaume II et de son grand état-major convaincu qu'il leur fallait profiter des circonstances pour éliminer la France. Il croyait que, comme en 1870, la France serait isolée. Or, nous avons vu que depuis Napoléon III, la France avait changé d'ennemi héréditaire. Inquiète de l'expansion germanique, l'Angleterre et la France s'étaient rapprochées dans l'entente cordiale depuis 1904. De plus, l'Empire des Tsars, protecteur naturel de l'orthodoxie, ne pouvait se désintéresser du sort de la Serbie.
La Russie mobilisa le 29 juillet, entraîna la mobilisation très organisée de la puissante et moderne armée allemande le 1er août. Par précaution, la France se mobilisa aussi. Le 3 août, Paris reçut la déclaration de guerre de l'Allemagne, comme Berlin avait déjà violé, en application du plan Schlieffen, la neutralité de la Belgique. La Grande-Bretagne réagit en déclarant à la surprise de Guillaume II la guerre à l'Allemagne. La Première Guerre mondiale avait commencé, enclenchée par l'irresponsabilité et la présomption de Moltke et de Guillaume II. Ce sera la fin du XIXe siècle, une aventure effroyable dans laquelle les espoirs pacifistes vont sombrer. L'assassinat du socialiste Jean Jaurès le 31 juillet, à la veille du conflit, n'empêcha pas les ouvriers jamais d'accepter avec enthousiasme la mobilisation. Malgré les illusions de l'international, les ouvriers allemands en firent autant. Nous, qui connaissons l'étendue du massacre, nous pouvons juger cette attitude absurde. Mais la République avait-elle le choix ? Une seconde défaite de la France en 50 ans aurait rayé celle-ci de la carte du monde. Si un homme d'État aussi avisé que Bismarck s'était laissé aller à vouloir l'annexion de l'Alsace-Lorraine, on peut juger des exigences qu'auraient eues ces nains politiques que furent Guillaume II et Moltke.